Bonsoir à toutes et à tous. 21 millions de retraites chapeau, il a fallu 3 jours de scandale médiatique pour que le patron de Peugeot y renonce. Ça ne change rien aux difficultés des Français et encore moins à celles des ouvriers de l'automobile. Reste à savoir ce qu'une société démocratique peut tolérer, accepter ou tenter d'interdire dans une économie de marché mondialisée. Et là, les réponses deviennent évidemment beaucoup plus compliquées. Voici en tout cas nos invités pour cette émission en direct. Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Pierre Lellouche, député UMP de Paris, ancien secrétaire d'État au commerce extérieur. Jean-Pierre Mercier, délégué CGT à l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois et porte-parole de Lutte ouvrière. Philippe Villain, banquier d'affaires, conseiller de grand patron. Daniel Cohen, économiste, professeur à l'École normale supérieure de Paris. Et enfin Christine Kerdelan, directrice de la rédaction de L'Expansion. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre et commenter cette émission sur notre second écran, le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne comme chaque semaine. Fleur Pellerin, ma première question est très simple. Les grands patrons français sont-ils trop payés ? Je crois que c'est très difficile de répondre de manière systématique et dans l'absolu à cette question. Je crois qu'un système de rémunération dans une économie mondialisée, vous l'avez dit, aujourd'hui doit tenir compte de la performance, doit tenir compte de la situation de l'entreprise, avant, pendant, après. Donc je pense qu'il y a toute une série d'indicateurs qui peuvent faire qu'une rémunération peut-être jugée acceptable ou non acceptable, mais répondre dans l'absolu à une époque où on sait très bien qu'il y a une compétence pour les talents, où la rémunération fait partie aussi des moyens qu'ont les entreprises d'attirer de bons managers, même si ce n'est pas la seule, fait que je pense qu'il est très difficile d'avoir une réponse univoque à cette question. Votre réponse, c'est ça dépend des patrons, ça dépend de leurs résultats et ça dépend des entreprises. Je pense que ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, c'est une rémunération extrêmement élevée et qui ne tient pas compte des performances, de la durée au sein de l'entreprise et surtout de la façon dont le manager a su conduire vers le succès l'entreprise et ses salariés. Quand il y a échec d'un management, c'est qu'il y a une rémunération ou des éléments de rémunération extrêmement importants qui ne sanctionnent pas une réussite. Là, je pense qu'il y a une difficulté. C'est un peu le cas que nous allons évoquer ce soir, je pense. Autre question très simple avant de faire mon premier tour de table. Le gouvernement est-il, oui ou non, intervenu auprès de PSA pour que M. Villain renonce pas M. Villain, non. M. Varin. Vous avez raison de me prendre pour que M. Varin, voilà, et non pas Philippe Villain, renonce à ce retraite. Voilà. Non, je crois qu'il y a eu effectivement, vous l'avez dit, il y a eu sans doute une pression médiatique, mais qui n'a pas été seulement le fait du gouvernement. Vous avez vu que le MEDEF et la FEP ont réagi immédiatement. Il y a eu toutes sortes de pressions. Ma question, celle que je vous pose, c'est le gouvernement est-il d'une quelconque façon intervenu ? Vous avez vu Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg s'exprimer à la sortie du Conseil des ministres. Voilà l'intervention qui a été celle du gouvernement. Il y a eu des rumeurs laissant entendre aussi qu'il y avait une sorte d'accord tacite entre le gouvernement et la CGT pour que cette affaire sorte. Vous demanderez à mon voisin. Et je pose aussi la question à Jean-Pierre Mercier. Je peux vous répondre par la négative. Alors là, vraiment, je dément ce genre de... C'est votre bébé ? Non, c'est pas le mien, c'est celui de la CGT de Sochaux. PSA Sochaux. En l'occurrence, mon camarade Bruno Le Merle, qui a détaillé, décortiqué ce fameux document de référence qui tombe chaque année à la même date. Voilà, faut simplement avoir la volonté de décortiquer ce document et après la volonté de le mettre sur la place publique, cette information scandaleuse, écœurante. Ce que tous les syndicats auraient pu faire, ce que le Louis Gallois, nommé par le gouvernement au sein du conseil de surveillance, aurait pu faire aussi. On va revenir sur toutes ces questions. Pierre Lellouche, 312 fois le salaire médian français. Le chiffre que je vous donne, c'est celui de la mission parlementaire dirigée en 2009 par le député UMP Philippe Houillon, que vous connaissez bien, et qui arrive à ce chiffre. Des rémunérations pareilles, trouvez-vous cela justifié ? D'abord, je suis content que Mme Pellerin ait eu une réponse nuancée et parler de la compétition internationale. Car si on se place dans la vulgate idéologique de son patron, je parlais de M. Hollande, et si le point de départ c'est « je n'aime pas les riches », alors évidemment, cette rémunération est insupportable. Si on se place maintenant dans la France, dans la compétition en Europe et dans le monde, avec des grands groupes qui se battent les uns les autres, qui essayent d'attirer les talents et d'avoir de bons résultats, alors c'est un peu comme au foot, il y a les prix s'envolent pour les bons dirigeants. Et le vrai critère est celui-là. Est-ce que les résultats sont à la hauteur du salaire payé à un grand dirigeant ou pas? Et je crois comprendre que les salaires du CAC 40 français qui sont élevés, qui tournent autour de 3-4 millions d'euros en moyenne, c'est très élevé, sont cependant dans la moyenne basse européenne. Je rappelle que vous donnez des chiffres annuels. Hein. Voilà, annuels, oui, bien sûr.
c'est dans une moyenne très basse en Europe. Il y a plein de pays en Europe qui payent beaucoup plus leurs patrons. Et donc le résultat, c'est on est cinquième, hein, selon le dernier classement que j'ai vu d'un cabinet indépendant. C'est intéressant de voir que dans une votation suisse toute récente où on a demandé aux gens s'il faut limiter ça, plafonner le salaire des grands dirigeants à 1 à 12 par rapport au salaire le plus bas, les Suisses majoritairement ont dit non, alors qu'ils avaient 3 semaines plus tôt supprimé les retraites chapeau. Oui. Et je crois qu'il y a une vraie différence entre les deux. Si j'ai une minute, vous avez supprimé le parachute doré. Oui, mais ça fait partie. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux. Autant, si vous me laissez le temps peut-être d'expliquer la différence. Oui, ah bah volontiers, très bien, absolument. Oui. Moi, je pense, sur cette histoire de retraite chapeau, je suis très dubitatif. Je pense qu'il est normal qu'un dirigeant, qu'un cadre supérieur termine sa vie avec une retraite confortable, mais il n'y a aucune espèce de raison qui interdise qu'il le fasse par capitalisation, c'est-à-dire en achetant un supplément de retraite au fil de sa carrière, ou même en obtenant des primes qui servent à capitaliser chaque année pour sa retraite, ce qui a pour avantage d'abord de ne pas pénaliser la dernière entreprise qui paye la retraite chapeau, c'est-à-dire les 20 millions, et qui permet en même temps au cadre en question de sortir sans que ça coûte à qui que ce soit. Et de ce point de vue, ça me paraîtrait une forme de rémunération plus intelligente que ces retraites chapeau qui en effet passent mal parce que c'est injuste. Quant au salaire lui-même, on est dans la compétition internationale. Et je crois que, à moins de vouloir que tous nos grands groupes s'en aillent, ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, on a intérêt à faire attention à nos comportements quand on dit « j'aime pas les riches », quand on fait des fiscalités à 75%, quand on instruit un procès contre les chefs d'entreprise, on n'encourage pas ni les entreprises à venir s'installer chez nous, ni les nôtres à être très performantes. Les propos que vous venez de rappeler dans la bouche de François Hollande datent de 2007, je le rappelle. Philippe Villain, je vous ai relu pour préparer cette émission. Un bon patron est-il forcément un patron cher ? Un bon patron est-il un patron cher? Je pense que lorsqu'on ne paye pas les gens, on en a en général pour son argent. Qu'il s'agisse d'un employé de maison, d'un vendeur de magasin ou d'un patron. En général, les gens cherchent à obtenir le salaire qui correspond à leur talent. Je voudrais revenir sur ce que Mme Pellerin a sous-entendu. La réponse à ma question, c'est oui. Un bon patron est un patron cher? C'est un patron qui est à son prix en fonction de la taille de l'entreprise, de l'environnement, de la spécialisation de l'entreprise. Je vous présente les choses autrement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que si Renault résistait mieux à la crise, c'est parce qu'ils ont un PDG plus cher que Peugeot? Non, dans le cas de Renault, si Renault résiste mieux, délocalise plus. Si Renault résiste mieux à la crise, c'est clairement que M. Ghosn a clairement fait le choix de vider Renault en France. Bon, et d'ailleurs à la place des syndicats de PSA qui tirent sur M. Varin. Je ne connais pas M. Tavares, qui est fort compétent, mais c'est quand même un des lieutenants du fossoyeur de Renault en France. Donc ils réfléchissent à 2 fois. Je termine mon tour de table. Je vais revenir vers vous, Jean-Pierre Mercier. Pardonnez-moi, non, si. Alors, allez-y, si vous vouliez terminer. Non, je voulais réagir, si c'était un débat sur ce que Mme Pellerin disait, elle sous-entendait que M. Varin avait mal géré PSA et était trop payé pour se faire. Je m'inscris en faux. J'ai jamais touché 1 euro de PSA, qui est fort radin à la fois avec son personnel au plus haut niveau et avec ses banquiers. Donc je ne fais pas partie des affidés de la maison. Bon. Mais ce qui est très clair, c'est que lorsque M. Varin est venu pour sauver PSA, il aurait pu très clairement rester en Angleterre. Il travaillait pour un groupe qui s'appelle Corus, racheté par Tata. Il aurait pu gagner 4 ou 5 millions de livres par an défiscalisés en vivant à Londres. Il est venu prendre cette mission à Paris pour sauver PSA. La grande caractéristique de PSA, c'est qu'il n'y a jamais eu de dirigeants issus de l'interne. On peut s'interroger sur les méthodes de rémunération des gens qui font qu'il a toujours fallu aller chercher à l'extérieur les gens, Monsieur Calvet, puis Monsieur Fols, puis et aujourd'hui Monsieur Varin. Et donc Monsieur Varin n'a pas démérité. C'est l'entreprise qui est en crise profonde. On a pris quelqu'un pour la sauver. Aujourd'hui, la famille change de pied avec la complicité de l'État pour des raisons sur lesquelles je m'interroge pour tenter de faire autre chose. Mais dire que Philippe Varin a échoué, je m'inscris en faux contre ça, et le fait de le voir jeter au cochon la semaine dernière où ça a été fait, je trouve ça indigne. J'ajoute que je suis du même avis, et quand j'étais au gouvernement, quand on négociait un accord de libre-échange avec la Corée, le seul qui est venu se battre pour l'automobile française, c'est Varin. Jean-Pierre Mercier. Renault n'est pas venu. Jean-Pierre Mercier, pour vous, et j'aimerais bien que vous répondiez vraiment à ma question. Il va falloir que je réponde. On y revient. Et je veux terminer ce premier tour de table, mais on tourne autour de l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une rémunération juste. Et j'aimerais savoir ce que serait pour vous une rémunération juste pour un grand patron.
Écoutez, d'abord, je voudrais répondre à Madame Pellerin. Quand j'entends dire un grand patron, quand il a de la valeur, il doit être bien payé, et on voit des salaires de PDG du CAC 40 tourner sur des millions et des millions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, les ouvriers en bas, on vaut rien. On vaut rien parce qu'on est payé à 1 500 € par mois, toutes primes comprises, le 13e mois dedans, et qu'on trime sur les chaînes de production. C'est ça que ça veut dire, que nous, on vaut rien du tout? Et que eux en haut, parce que ils sont recherchés, ils ont fait des grandes études, ils peuvent se payer Carlos Ghosn, il tourne à plus de 13 millions par an. C'est ça qui est écœurant et c'est ça qui est incompréhensible, surtout quand on nous tient ces gens-là, quand ils nous tiennent un discours où on a besoin de cash, on a besoin de trouver de l'argent. Et ça fait que en bas, dans les ateliers, je vais vous donner un exemple qu'on vit tous les jours sur les chaînes de production. Quand on demande simplement à remplacer sa paire de chaussures de sécurité ou sa paire de gants de travail, le chef nous dit j'ai pas de sous, j'ai pas 1 € pour ça parce que on est en train de chercher du cash partout. Et quand on entend ces millions tourner au-dessus de nos têtes, oui, c'est écœurant. Alors bien sûr qu'ils les valent pas ces millions, ils les valent pas. Il faudrait que les salariés puissent contrôler ce qui se passe dans l'entreprise. Mais c'est la CGT qui va fixer les salaires des grands patrons. Parce que je vous rappelle, vous n'avez pas répondu à ma question. Je comprends très bien ce que vous venez de me dire. Vous venez de me répondre par ce qui se passe pour les ouvriers dans les ateliers. J'entends ce que j'ai entendu normal. Tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait nous le rappeler, on est là pour ça. Je vous repose ma question. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire juste ou décent, selon vous, pour un grand patron, par exemple, dans votre branche automobile? Moi, je vais vous répondre autrement, excusez-moi. Oui, donc vous voulez pas me répondre. On en est... Si, je vous réponds après. Voilà. Nous, pour les salariés, on en est à réclamer un SMIC à 1 700 € par mois. 1 700 € par mois. Quand on a vu les salaires des PDG du CAC 40, moi j'ai l'impression de faire la manche. J'ai l'impression de faire la manche quand je demande ça. Quand syndicalement on demande ça. Alors après, la rémunération d'un patron, il faudrait que les salariés puissent contrôler ce qui se passe dans les entreprises. Contrôler réellement l'état financier de l'entreprise. Quand M. Varin, pendant des mois et des mois, nous a seriné et a fait croire à certains syndicats que l'entreprise était au bord du gouffre, qu'il fallait absolument trouver un accord de compétitivité pour faire 125 millions d'économies sur le dos des salariés, et qu'il a convaincu certains syndicats, c'était un mensonge. C'était mensonge sur mensonge. Oui, monsieur, c'était mensonge sur mensonge. Comment on peut mettre 71 millions de côté pour les vieux jours des plus grands dirigeants du groupe? Comment on peut claquer 1 million d'euros dans un salaire par an, après on nous dit mais l'entreprise est au port du gouffre, il faut chercher du cash. Bien sûr que c'est un mensonge. Et ça, juste ces grands salaires des PDG, ça cache derrière. Imaginez ce que peut toucher l'actionnaire principal, la famille Peugeot. C'est des milliards et des milliards depuis des générations alors qu'ils n'ont pas touché une seule voiture de leur vie. Pierre, merci. On reviendra sur ces sommes qui ont été provisionnées dont vous venez de parler. J'aurais une question à vous poser très précise là-dessus. On continue de tourner autour de la table. Daniel Cohen, pourquoi les salaires des grands dirigeants ont-ils explosé ces dernières années? Et d'ailleurs, ça continue d'augmenter. Oui, c'est la question en effet de base, parce que quand on posait la question dans les années 60, 70, qu'est-ce qu'un salaire juste? Les grands patrons eux-mêmes répondaient à cette question. Et on peut même remonter plutôt au début du XXe siècle. Le grand banquier Morgan, c'est assez célèbre, ça se répète toujours, mais c'est important à entendre, disait « Moi, si je vois une entreprise où le patron gagne plus de 20 fois la moyenne de ses salariés, alors je ne lui prêterai pas, je n'aurai pas confiance parce qu'il va créer un moral pourri à l'intérieur de l'entreprise. » Rockefeller, un peu plus tard, dit « C'est 1 à 40 ». Pour à peu près les mêmes raisons. Quelle était la situation aux États-Unis en 1980? Exactement celle-là. On était dans un rapport de 1 à 40. Quelle est la situation aux États-Unis aujourd'hui? Elle est de 1 à 350. Donc il s'est passé quelque chose en 30 ans de nouveau par rapport à l'éthique générale du capitalisme. Il s'est passé quelque chose de très simple. C'est que jusqu'à cette époque-là, le début des années 80, les patrons étaient en réalité des salariés comme les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des grilles de salaire, exactement celles dont on parle. Et à cette époque-là, dans les années 50, 60, 70 encore, jamais un patron n'aurait considéré qu'il puisse s'augmenter lui-même sans augmenter en même temps les ouvriers. Ils étaient dans un rapport de complémentarité et il y avait d'une certaine manière une chaîne qui allait de l'ouvrier au contremaître, à l'ingénieur, au cadre dirigeant et au patron.
Cette chose-là a été brisée dans les années 80. Par quoi et par qui? Elle a été brisée par une chose extrêmement simple qu'on appelle la révolution financière, qui est partie des États-Unis et qui s'est répandue ailleurs, et qui a tout simplement consisté à sortir les patrons du salariat pour les rémunérer comme des actionnaires, avec des stock options, des actions gratuites et toutes sortes de choses. L'idée étant précisément de casser ce lien implicite qui existait et de créer pour les patrons une incitation à augmenter la valeur de la bourse, le cas échéant, en réduisant les salaires de leurs entreprises, de leurs salariés. Et cette dissociation qui s'est produite, c'est le cœur du capitalisme dans lequel on est aujourd'hui. Les patrons ont créé une rupture de traitement par rapport à ceux de leurs salariés, ce qui crée la protestation dont on parle. Juste une chose, pour être sûr de vous avoir bien compris, vous venez de nous dire les patrons étaient payés, fais attention au terme que j'emploie, comme ou avec leurs salariés. À proportion des hausses accordées à leurs salariés. Aujourd'hui, ils sont payés en quelque sorte comme ou avec les actionnaires. Ils sont payés exactement comme les actionnaires. Et quand on regarde l'évolution, donc ça donne la réponse à votre question, quand on regarde l'évolution des salaires des patrons aux États-Unis comme en Europe, ils sont tout simplement à proportion, ils ont augmenté tout simplement à proportion de l'augmentation de la bourse. Alors, quand on dit ça, on peut se dire, mais au fond, c'est pas si mal. C'est ce qu'on voulait. On voulait qu'ils se comportent comme les actionnaires et leurs rémunérations ont donc bien consisté, pour ce qui les concerne, à être encouragés à créer de la valeur pour les actionnaires. Et juste ce dernier point, parce que ça me paraît le plus important, on a beaucoup parlé à condition qu'ils soient efficaces, etc. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis au cours de ces 30 dernières années, la bourse a été multipliée nominalement par 17. 17, l'indice Standard & Poor's valait 100, il vaut 1700. Donc c'est pas très compliqué, alors il faut réduire par l'inflation, évidemment, c'est moins important. Mais le point fondamental, c'est que la bourse a augmenté pour un tiers à cause de l'augmentation des profits, et pour 2 tiers à cause de quelque chose qui n'a absolument rien à voir, qui est que la baisse des taux d'intérêt a provoqué une explosion du prix de tous les actifs. Et tous les gens qui cherchent à se loger à Paris savent que les prix des actifs sont beaucoup plus élevés. Donc ça veut dire que pour les 2 tiers, cette augmentation de la rémunération des patrons n'a en fait rien à voir avec les choses qu'ils ont contribué à produire et tout à voir avec le fait que, passant du côté de la bourse, ils ont profité de ces excès aussi. Et puis il y a un autre effet induit qui est quand même dévastateur dans ce qu'il dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec cette évolution que personnellement je critique et le combat depuis longtemps. C'est que vous êtes d'accord avec l'analyse que vient d'en faire Daniel Cohen et non pas avec l'évolution elle-même? Bien sûr, avec l'analyse qu'on vient d'entendre et qui est juste. La conséquence aussi, c'est que quand on est patron du multinational, on a tendance à ne gérer la boîte qu'en termes de cotation, quel que soit le lieu de production. Ce qui amène, bien sûr, à détruire de la production de richesse en France et de la mettre là où c'est le moins cher possible. Et la migration que l'on voit, surtout dans le secteur de l'automobile, et qui a commencé, soit dit en passant d'ailleurs, par Renault et avec des patrons de gauche, on pourrait donner les noms, et le choix du bas de gamme et de la production là où c'est moins cher, c'est ça qui a amené la ruine des entreprises sur le sol français, mais les profits ailleurs. Renault aujourd'hui gagne de l'argent, ça permet d'ailleurs à son dirigeant d'être extrêmement bien payé, bien plus que M. Varin, parce qu'il a délocalisé la production. Et enfin, pour en finir avec la retraite chapeau de M. Varin, je voudrais quand même dire que Peugeot a provisionné en effet, M. Mercier, 50 millions d'euros, et que donc il y a d'autres gens qui partent cette année, avec des retraites très confortables. Et encore une fois, le sujet c'est comment évoluent nos grandes multinationales. Est-ce qu'on peut gérer ce mode de capitalisme sans en même temps casser la machine à produire de la richesse? C'est ça le sujet. On revient dans un instant, c'est promis, sur le cas spécifique de PSA. Dernière question de ce premier tour de table à vous, Christine Cardellan. Juste pour nous fixer les idées, les patrons, on entend tout et n'importe quoi en ce moment, les patrons français sont-ils vraiment moins bien payés que dans les autres pays occidentaux? Non, je dirais qu'ils sont à peu près payés comme dans les autres pays occidentaux. Simplement, je pense qu'ils sont trop payés par rapport à ce que le corps social français est capable d'accepter. Parce qu'en France, toutes ces polémiques autour des rémunérations des patrons créent un climat d'hostilité par rapport aux entreprises, ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'un gouvernement prend des mesures en faveur des entreprises ou de la restauration de leur compétitivité, les gens sont tous opposés à cela et considèrent que ce sont des cadeaux aux patrons. Alors qu'en fait, on a besoin que les entreprises fonctionnent, on a besoin qu'elles restaurent leur compétitivité, leur profitabilité, de façon à investir et ensuite à créer des emplois. Mais à partir du moment où le climat est tel qu'on le décrit,
c'est quasiment impossible. Ça, c'est la première chose que je voulais dire qui est importante, parce que j'ai entendu qu'ils étaient peut-être suffisamment payés. Moi, je pense qu'ils sont trop payés par rapport à ce que peut accepter le corps social français. La deuxième chose, j'ai entendu que il y avait un marché international des patrons. Pour moi, c'est pas vrai. Il n'y a pas un marché des patrons français comme il y a un marché pour Ribéry pour le football ou pour les acteurs français. Donnez-moi des exemples de patrons français qui ont été débauchés par des multinationales américaines. Mais il y en a. Non, mais pas du tout. Il n'y en a pas. Donnez des exemples. Allez, donnez-moi 3 noms. Mais vous avez encore aujourd'hui quelqu'un qui vient de prendre la direction de Takeda au Japon, qui est un Français. Il y a un grand groupe pharmaceutique anglais. Aux États-Unis, il y en a pas. Qui est dirigé par un Français. Enfin, vous avez une vision totalement archaïque. C'est pas vrai. Pauvre dame, là, vraiment, c'est. Je pense que. Merci pour la pauvre dame, mais je pense que. Je peux terminer. Je pense qu'aux Pays-Bas, par exemple, il y a énormément de dirigeants qui sont internationaux. Vous en avez en France, vous en avez ailleurs, qui viennent des Pays-Bas. Mais des dirigeants français sont très peu internationalisés par rapport aux autres. Donc vous ne croyez pas à la menace qui est souvent brandie, qui consiste à dire on va s'appliquer nos patrons si on les paye moins cher? Non, j'y crois pas. Il y a 15 ans, les patrons français étaient payés beaucoup moins cher. Et du jour où on a instauré la transparence, curieusement, les rémunérations ont explosé parce qu'il y a une espèce de course à l'échalote qui s'est faite entre les différents patrons français. Attendez, mais si, c'est vrai. C'est terrifiant. Terrifiant. Non, c'est pas du tout terrifiant. Mais vous conseillez des grands patrons, donc on ne s'étonne pas à ce qu'on arrive. Ce que dit Mme Cardinal est quelque part juste dans la mesure où, dans le corps social français, avec les tensions que nous connaissons, des salaires de cette hauteur qui sont déconnectés du salaire médian, en effet, sont jugés trop élevés, surréaliste, inacceptable, et ça crée des tensions énormes, et ça crée le rejet de l'entreprise. Ça, c'est juste. Maintenant, de dire que nous ne sommes pas en même temps dans la compétition internationale, c'est faux. Je vais vous donner un sondage qui est extrêmement intéressant. Il faut savoir qu'en France, un emploi sur 7, c'est un emploi qui est généré par la filiale d'une compagnie étrangère. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de personnes qui sont employées par des boîtes étrangères, donc des gens qui investissent et mettent de l'argent en France. Beaucoup sont américaines. Sachez que dans un sondage tout à fait récent, il y a plus de 13% des patrons américains qui disent que la France est attractive. Ils étaient 56% il y a 2 ans. Donc multiplions ce type de querelle, envoyons des signaux comme les 75%, ayons des débats sur ce qui est acceptable et inacceptable. On va juste décourager tout le monde de venir dans notre pays. Après, on s'étonne que l'emploi ne puisse pas progresser. On a un cas d'espèce quand même. Qu'est-ce qu'on veut? On veut fabriquer quoi? Des tonnes de pauvres? Ben, continuons à nous comporter comme ça. On a un cas d'espèce très précis sur lequel il faut non pas qu'on fasse toute l'émission, mais on doit s'y arrêter, qui est le cas de PSA. Si la CGT n'avait pas révélé le montant de la retraite chapeau de Philippe Varin, elle serait sans doute passée totalement inaperçue. C'est vrai. Sauf si les journalistes font leur job. C'est pas le montant de sa retraite, c'est le coût de sa retraite dans l'hypothèse maximale. Très bien. C'est la provision au sens comptable du terme. Est-ce que ça n'est pas la preuve, pardonnez-moi, Fleur Pellerin, que l'autorégulation défendue notamment par le MEDEF ne suffit pas? D'abord, je voudrais revenir sur un point, parce que je n'ai pas fait d'attaque ad hominem contre la personne de Monsieur Varin, et vous pouvez reprendre les déclarations que j'ai faites depuis 18 mois que je suis en poste. L'invective et la dénonciation n'est pas du tout ma marque de fabrique. Donc ce que je signalais, c'était uniquement le fait que les résultats très objectifs, ceux-là de PSA, que ce soit la responsabilité partagée ou pas de Monsieur Varin, n'étaient pas au rendez-vous. Et donc c'est ça qui rend ça plus l'accord de compétitivité qui a été négocié avec les salariés, où on a demandé aux salariés un gel des salaires, 2500 départs volontaires potentiellement. C'est le contraste entre ces efforts qu'on a demandé aux salariés de Peugeot et le montant de la retraite qui, à l'instant aujourd'hui, en 2013, a provoqué le débat. Cette retraite chapeau, elle avait été négociée en 2009 lorsque, vous l'avez bien dit, on était allé chercher Monsieur Varin parce que, précisément, l'entreprise avait besoin d'un manager. Le président. Je reviens à ma question, Fleur Pellerin. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'Arnaud Montebourg appelle, on va dire, la régulation par le scandale? J'en viens à la régulation. Il y a un mode de régulation qui a été mis en place, la FEP et le MEDEF, depuis 2 ans. Ce genre de situation n'arrive pas en permanence, donc laissons un peu le temps pour voir si le réflexe, je ne sais pas si on doit le qualifier d'éthique, mais enfin le réflexe de responsabilité, on va dire, en l'occurrence, moi je considère qu'il a fonctionné, puisque M. Varin a décidé de lui-même de renoncer à sa retraite chapeau. Et je pense que les autres personnes qui sont concernées vont aussi peut-être suivre cet exemple. Il serait bien inspiré de le faire, compte tenu, encore une fois, de la situation de l'entreprise. Donc voilà, moi je suis plutôt favorable, encore une fois, à ce qu'il y ait cette forme d'autorégulation, mais
On l'a dit à plusieurs reprises, si l'autorégulation ne fonctionne pas, et s'il y a plusieurs cas dans lesquels elle est inopérante, le gouvernement prendra ses responsabilités et légiférera. Ça va plus loin, Fleur Pellerin, parce que la question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi Louis Gallois, qui représente l'État au conseil d'administration de Peugeot, n'a pas alerté le gouvernement avant la CGT? Vous lui posez la non, question. Mais c'est une question que vous vous posez. Oui, c'est gentil de me renvoyer ma question, mais non, vous lui posez la question. Je ne peux pas répondre à sa place. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas posé la question, donc on pourra lui poser la question. Mais vous avez envie de la lui poser? Oui, pourquoi pas. Mais il se trouve que là, personne ne se la pose au gouvernement. Je ne crois pas, moi. Peut-être que quelqu'un se la pose, quelqu'un lui a posé, mais là, encore une fois, l'important c'est que la chose ait été connue et que M. Varin en ait tiré les conséquences dans le sens que l'on sait. Vous ne vous êtes pas vous-même posé la question en disant mais pourquoi on apprend ça par la CGT et non pas par notre représentant dans ce alors ça fait pas très longtemps que l'État est représenté dans l'entreprise, vous le savez bien. Oui, et en même temps, c'est le rôle aussi des partenaires sociaux d'être vigilants et d'attirer l'attention, je pense, sur ce type de situation. Philippe Villain, vous vouliez réagir sur cette question? Il n'y a jamais rien de caché. Il y a des provisions qui sont constituées, sont dans le document de référence qui est déposé par la société à l'autorité des marchés financiers. La semaine dernière, on a voulu jeter Monsieur Varin au cochon, ça a été réussi d'ailleurs, mais le chiffre était connu, tout le monde le connaissait. Monsieur Gallois, s'il a eu les documents, savait en entrant au Conseil pour y représenter l'État la situation. Elle n'était pas secrète. Et le cabinet sont disponibles. Et le cabinet de M. Montebourg ne pouvait pas ne pas le savoir. Bien sûr. À Bercy, on est en liaison avec les représentants des entreprises. Il n'y a rien de secret là-dedans. Ce qui est intéressant dans cette affaire, et on va l'apprendre, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont eu des retraites quasiment du même ordre. Ou qui vont les avoir. Ou qui vont les avoir, parce qu'il n'y a pas que Varin. Et donc le vrai sujet, c'est de savoir si c'est la bonne méthode. Il y a un vrai sujet, moi je pense encore une fois que les grands patrons, ou les cadres qui d'ailleurs le méritent en fonction des résultats de l'entreprise, devraient pouvoir capitaliser une retraite en fonction de leurs résultats. Donc vous leur dites quoi? Mettez des sous de côté pendant que vous êtes à la tête de vos entreprises. Exactement, c'est-à-dire que l'entreprise, en fonction des résultats, leur verse annuellement une prime pour préparer leur retraite. Ça évite ce genre de pataquès à 20 millions à la fin, qui d'ailleurs vient impacter la dernière entreprise où ils ont travaillé. On fait tous, je m'excuse, quand on a des petites retraites, on a les fonctionnaires, ce qu'on appelle la préfond, les autres essayent de prendre une retraite complémentaire. Pourquoi est-ce que ce système de retraite complémentaire ne serait pas ouvert aux grands patrons? Et ils ont qu'à le constituer, ça éviterait ce genre de situation. Mais vous verrez, cette histoire Peugeot n'est pas finie, parce qu'il y a d'autres dirigeants qui ont exactement le même genre Je me tourne à nouveau, si vous le voulez bien, puisque vous me le suggérez, vers Jean-Pierre Mercier. Philippe Villain vient de nous dire, en tout cas, ça n'était ni secret, ni scandaleux à ses yeux. Jean-Pierre Mercier, qu'attendez-vous maintenant de la direction de PSA, sachant que vous nous avez rappelé tout à l'heure qu'en fait, on avait provisionné à hauteur de 71 millions. 71 millions. Mais qu'attendez-vous de la direction de PSA vis-à-vis de ces sommes? Et est-ce que vous souhaitez que les dirigeants concernés, eux aussi, renoncent à ces retraites? Et je serais tenté de vous dire, qu'est-ce que vous feriez de l'argent? Je vais vous répondre à tout ça, je vous jure. Maintenant, je voudrais simplement dire que, oui, tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Pourquoi il n'y a que la CGT, et là, la CGT de PSA Sochaux, qui a mis l'information sur la table? Parce qu'il faut avoir une volonté politique de le faire. Ça veut dire vouloir dire la vérité. Simplement, les informations qu'on veut bien, que la loi veut bien nous donner, à nous les salariés, si on n'était pas capable de ne pas les mettre sur la table et de dénoncer ce scandale, cet écœurement qu'on vit tous les jours, oui, là, on ne serait pas des syndicalistes. On ne ferait pas notre boulot. Alors bien sûr qu'il faudrait savoir bien plus de choses quand on entend tous les mensonges de M. Varin, depuis des mois et des mois, sur la situation financière de l'entreprise. Il faudrait qu'on puisse avoir... Vous ne m'impressionnez pas. Oui, vous non plus. Oui, il faudrait que les salariés puissent savoir exactement la fortune, l'état de la fortune de la famille Peugeot, le principal actionnaire. Il ne reste plus grand-chose. Ces milliards, est-ce qu'ils sont... Pourquoi ils sont mis en Suisse? Pourquoi ils sont mis dans les coffres-forts suisses? Pourquoi tous ces milliardaires, qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. C'est 71 millions. Ce qu'on demande, ce que les salariés demandent, d'abord, c'est qu'ils soient rendus à l'ensemble des salariés du groupe. C'est quand même nous qui les avons fabriqués, ces 71 millions. C'est pas n'importe qui, c'est nous. Par notre travail, par notre sueur. Pour avoir fabriqué toutes ces voitures. Avec l'argent des actionnaires initiaux qui ont pris le risque d'engager des sommes importantes pour monter une entreprise. Alors excusez-moi, Monsieur Calvi, mais ce vieux discours patronal qui date de la préhistoire, et bien entendu, il faut une force de travail. Je n'y crois pas. Voilà. Et la force de travail aujourd'hui, et depuis
quelques années avec M. Varin, elle a été massacrée. 16 000 emplois supprimés en France par M. Varin. 16 000. Trois usines fermées. Trois usines fermées. Oui, sans doute. Mais je suis d'accord avec vous, il va falloir qu'on se batte contre Tavares. C'est évident. Il va falloir que l'ensemble des salariés, ils ne comptent que sur leur propre force pour défendre leur emploi et leur salaire. Renault produit maintenant moins de 500 000 voitures. Si vous voulez bien, je vais répondre à M. Calvi. Si vous voulez bien, je vais répondre à M. Calvi. C'est 71 millions. On demande qu'ils soient redistribués d'abord pour les salariés de PSA Aulnay pour qu'ils obtiennent au moins cette prime supplémentaire qu'on a obtenue par la grève. Cette prime supplémentaire de licenciement, c'est simplement 20 000 euros par salarié. Ils sont 300, ça fait 6 millions d'euros. Et le reste, qui soit partagé équitablement en une seule prime, ce qui fait à peu près 1200, 1100 euros par salarié pour chacun des 60 000 salariés du groupe. Et je vous assure que cet argent, il serait bien plus utile dans les poches des salariés plutôt que dans la poche de ces hauts dirigeants qui sont déjà multimillionnaires. Philippe Villain, comment demander à des salariés, et à la suite de ce que vient de nous dire Jean-Pierre Mercier, de faire des sacrifices pour sauver l'entreprise quand leur patron prévoit de toucher de telles sommes? Je rappelle quand même que le groupe Peugeot est en pleine restructuration, qu'il vient de conclure un accord de compétitivité avec gel des salaires et suppression de 8000 postes. Il faut essayer de prendre ça en charge sans démagogie. Mais que répondez-vous à ça? Car il est normal que ça marque ou que ça choque. Et puis après, on peut essayer d'amener des explications là-dessus. Premier point, que cela choque, j'en suis pas surpris, c'est bien évident. La situation de PSA, comme d'ailleurs l'automobile française, est complètement désespérée. L'euro a tué l'automobile française. Réinvitez-moi un jour, on en parlera. Il n'y a pas que l'euro. L'euro a été essentiel. Notre production de voitures en France est passée de 4 millions en 89 avant le Francfort à 1 400 000 cette année. Il va rester 800 000 voitures produites dans 6 ans. Demandez qui est responsable. Bien sûr, il y a des erreurs stratégiques, mais les gens qui tenaient Renault, eux, ont compris que l'euro ferait crever l'auto en France. Ils ont délocalisé complètement. La famille, à tort ou à raison, la famille Peugeot a cru un peu plus à la France. Et elle est aujourd'hui ruinée par la situation actuelle avec ses salariés. Voilà la situation. Comment font les Allemands? L'industrie automobile allemande. Vous employez de l'eau. Vous dites ruiné? Oui. Attendez. Mais sa participation dans PSA ne vaut pratiquement plus rien. Je voudrais finir. Apportez la preuve que la famille Peugeot est ruinée. Apportez-nous en la preuve. Regardez le cours de bourse de PSA. Lorsque sa famille il y aura une augmentation de capital dans quelques mois, faite par l'État français et par les Chinois, il ne restera rien. Ils seront rincés. Oh, les pauvres. Rincés. Voilà. Mais je ne les plains pas. On va faire une collecte. Je ne les plains pas. Je voudrais revenir sur les retraites chapeau du personnel de l'état-major de PSA. Dans toute société, il y a un contrat de travail entre les gens. Oui. Le contrat de travail des dirigeants de PSA comportait des salaires qui sont très élevés par rapport au SMIC et aux salaires des ouvriers à la chaîne, je le reconnais, mais plutôt, en général, ont été très inférieurs à ce qui était payé ailleurs. C'était des salaires industriels bas pour les états-majors. Le complément de revenus étant versé par une retraite chapeau. Si aujourd'hui, je connais les gens qui vont la toucher, pour certains d'entre eux, mon problème va prendre leur défense, mais il y a une rupture complète du contrat et d'une vie de travail entière consacrée à l'entreprise qui comportait un équilibre entre un salaire aujourd'hui et une rémunération différée. N'oubliez pas dans la retraite chapeau, parce qu'on pourrait ouvrir le dossier, que les plus grandes retraites chapeau historiques sont celles de la SNCF, de la RATP, qu'Air France, dirigée par un socialiste, M. Spinetta, et affiché comme tel, s'est octroyé une retraite chapeau superbe il y a une dizaine d'années, etc. Donc, il faut voir où est le dossier. Et d'ailleurs, les salariés d'Air France commencent à se révolter contre les retraites chapeau. Il n'y a plus de retraite chapeau chez Air France. M. Gignac, qui est le nouveau président, n'en a pas. Mais pourquoi nous, les ouvriers, on n'a pas de retraite chapeau? Pourquoi les 3000 licenciés d'Aulnay, on n'a pas des retraites chapeau? Parce que nous aussi, on va avoir notre contrat de travail complètement brisé, notre vie brisée. Là encore ce matin, j'ai fait une manifestation devant le MEDEF avec mes camarades de PSA Aulnay, dont une partie sont au chômage. Pourquoi on n'a pas de retraite chapeau, nous? Aidez-moi. Répondez-moi, pourquoi on n'a pas de retraite chapeau? D'où ma proposition. De passer à des compléments de retraite équivalents en fonction des revenus pour l'ouvrier comme pour le patron. Mais je veux revenir sur l'automobile française. Pardon? Sous forme de loi? Si l'on veut, mais c'est même pas nécessaire. Mais si l'on veut faire une loi, on peut faire une loi. On adore faire des lois en France, faisons une. Pourquoi pas? Non, mais je voudrais revenir. Mais il n'y a pas à la financer, les retraites par capitalisation. C'est fonction du résultat de l'entreprise. Du temps du général de Gaulle, ça s'appelait la participation. Tout simplement. Je voudrais revenir sur l'automobile et l'affaire de l'euro, parce que je ne sais pas si la famille Peugeot est rincée ou pas, mais il y a une chose qui est fausse dans ce qu'a dit monsieur. Et vous êtes gentil, on ne se lance pas dans un débat sur l'euro, parce que je sais que Philippe Villain aime beaucoup faire ça, notamment sur ce plateau. Je ne veux pas parler de l'euro, je veux parler de la comparaison entre l'industrie. Ce sera officiel, si je puis dire. L'industrie française automobile, qui était la plus belle avant la guerre, vous avez les plus belles voitures du monde en France, et l'industrie allemande aujourd'hui.
Il faut savoir que dans les exportations allemandes, quand ils font 180 à 200 milliards d'excédents, la moitié de cet excédent, c'est l'automobile. Et nous, on est à moins 80 milliards et on a délocalisé des emplois dans cette branche. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les voitures allemandes deviennent absolument nécessaires pour tout le monde en Chine et ailleurs, et pourquoi on ne sait pas vendre les nôtres? Est-ce que c'est simplement la faute de l'euro? Non, c'est des fautes dans la stratégie de l'entreprise, dans le choix des voitures. Nous avons fait en France, hélas, le choix du bas de gamme, donc on gagne très peu d'argent par véhicule. Les Allemands ont choisi le haut de gamme et la qualité, c'est ça qui se vend, et c'est ça qui leur permet d'exporter les voitures assemblées en Allemagne, donc de maintenir l'emploi en Allemagne, y compris en baissant le temps de travail d'ailleurs, avec des salaires équivalents à la France. Donc, et d'ailleurs, Toyota, moi, quand j'étais ministre, j'ai été voir exprès Toyota à Valenciennes, qui produit la Yaris en France, ce qui montre qu'on peut faire de la voiture en France quand on a une stratégie globale, ce qui malheureusement n'a pas été le cas des constructeurs français. Et c'est ce que M. Mercier et ses collègues payent, c'est pas seulement les fautes de M. Varin, c'est des fautes stratégiques sur l'organisation de la filière depuis longtemps. Et encore une fois, Peugeot, c'est moins pire que Renault, parce que Renault a joué à fond la carte de la délocalisation, y compris des sous-traitants. Je suis dans l'opposition aujourd'hui, je peux me lâcher, je pouvais pas le dire quand j'étais au gouvernement. Mais croyez-moi, j'étais scandalisé par le fait que la régie Renault, avec toute son histoire syndicale, la CGT, etc., au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, M. Mercier, ces gens-là ont leur siège en Hollande, l'essentiel de la production se fait dans des pays à bas coût, y compris dans le Maghreb désormais. À la limite, Peugeot a résisté à ça. C'est d'ailleurs ce que payent les résultats de l'entreprise aujourd'hui. Ils ont moins délocalisé que Renault. Et c'est pour ça que l'entreprise est en plus mauvaise position. Il faut aller chercher du cash en Chine pour survivre. Trois questions pour sortir du KPSA à Daniel Cohen, Fleur Pellerin et Christine Cardellan. Et là, on aurait aimé qu'il y ait un ministre de l'Industrie, un gouvernement pour éviter ce genre d'erreur depuis 15 ans, pas seulement depuis hier matin. Daniel Cohen, pourquoi Philippe Varin a-t-il finalement cédé aussi rapidement? Pour toutes les raisons qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que à partir du moment où on met sur la table la rémunération de cette personne, c'est assez proche de ce que vous dites, pour lequel on a provisionné 21 millions pour sa retraite alors qu'il est dans l'entreprise depuis moins de 5 ans. Oui. On se dit qu'il y a une dissonance cognitive entre la rémunération qui lui est donnée pour une retraite adressée à quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise et qui, aux dernières nouvelles, n'a pas particulièrement réussi dans le redressement de cette entreprise. Donc derrière toutes ces questions, il y a tout de même, au fond et en creux, le fait que PSA a dû se tourner vers l'État pour obtenir une garantie à hauteur de 7 milliards sur sa banque d'investissement et que pendant ce temps, les règles continuent de fonctionner comme si la société était florissante. Donc on peut réfléchir sur le niveau de plein de façons, mais ce qui est le plus choquant et qui est considéré comme le plus injuste, c'est la rémunération de dirigeants alors même que les performances ne sont pas là. Et là, pour le coup, les économistes qui ont étudié aux États-Unis depuis très longtemps les dysfonctionnements de ces modes de rémunération, ils conduisent à ces augmentations par 5 ans des salaires des patrons, se sont toujours demandé pourquoi, si l'intention était de récompenser la performance, de faire en sorte que les meilleurs viennent et nous démontrent ce dont ils sont capables, pourquoi tout simplement ils n'étaient pas payés à proportion, non pas simplement de leur performance, mais de leur performance différentiellement à ceux qui, dans le même secteur, font le même travail. Pourquoi est-ce que la rémunération des dirigeants d'entreprise ne vient pas sanctionner une réussite? Pourquoi ce sont des chiffres extravagants hors toute réalisation d'objectifs? Et donc je pense que là, on est au cœur de tout ce qui fait qu'on est quand même dans un drame, le drame de ces ouvriers qui perdent leur emploi, et cette aberration qui consiste à ce moment-là à rémunérer, entre guillemets, pour rien, quelqu'un qui en réalité a échoué. Quand on parle des retraites chapeaux, en général, dans la théorie économique, on les verse à des jeunes, des rémunérations données quand on licencie quelqu'un. En général, on les donne à des jeunes dirigeants parce qu'on se dit que si on les licencie, on va briser leur carrière et que d'une certaine façon, ils ont besoin pour mettre leur énergie dans la boîte d'avoir une forme de compensation pour avoir été, le cas échéant,
vidés d'une boîte où ils auraient failli. Mais ce que dit la théorie économique, c'est qu'évidemment... Ça reste quand même un ticket de sortie pour une sanction, ce que vous nous décrivez. Oui, non, ça, pour une sanction... Si on doit expliquer ça à nos enfants à l'école, ça va être difficile. Oui, mais ça n'a aucun sens en fin de carrière. Ça n'a aucun sens. Sa carrière est terminée. Bon, il a fait beaucoup d'argent, etc. Assortir sa rémunération d'un complément de cette nature alors qu'il n'est resté que 5 ans dans l'entreprise, ça n'a pas de sens. Un bon contrat de travail, si on avait confiance en lui et sa capacité de remonter la boîte, aurait été de dire, et voilà, tu as une prime au cas où PSA est sorti de la normal crise. que M. Varin ait une retraite. Hein. Oui, mais qu'il ait une retraite provisionnée par une entreprise où il n'a travaillé que 5 ans, ça n'a pas de sens. Et si on appliquait la proposition de Pierre Lelouch, il aurait eu 5 ans de provision et non pas toute une carrière de provision. C'est pas le cas de Monsieur Varin en tant que tel, mais ici on touche le cœur du dysfonctionnement. Une entreprise ne va pas bien. Elle a besoin du secours de l'État pour la remettre à flot. Et pourtant, tout continue comme si rien ne s'était passé. Je crois que là, si on veut réconcilier les Français avec l'entreprise, qui est en effet très important, on ne peut pas sans cesse dire que c'est les ouvriers qui ont tort quand ils se plaignent des patrons et que c'est les patrons qui sont dans leurs droits. Il faut quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut quand même aussi réfléchir à la manière de réconcilier ces deux mondes. Ça n'est pas la bonne façon. Alors justement, Fleur Pellerin, quand l'État accorde 54 millions d'euros de crédit impôt compétitivité à Peugeot ou 7 milliards de garantie bancaire, je rappelle que c'est une garantie, n'est-il pas en droit d'imposer que l'argent soit mieux utilisé et notamment de s'interroger sur ce type de pratique? Oui, mais je crois que c'est ce qui a été fait. C'est bien la raison pour laquelle, précisément parce que l'entreprise était dans cette situation et parce que l'État avait apporté sa garantie sur la banque de PSA et parce que, effectivement, PSA bénéficie du crédit impôt compétitivité emploi, mais aussi du crédit impôt recherche, que la décision a été prise aussi rapidement, je pense, par Monsieur Varin. Donc oui, il y a sans doute, c'est pas écrit dans les textes, c'est pas écrit dans le Code général des impôts, mais il y a sans doute un espoir de responsabilité lorsque une entreprise bénéficie du soutien public, du soutien de l'État. Vous êtes ministre en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Est-ce que vous diriez, il ne faut pas qu'on confonde la situation d'un Philippe Varin avec celle de beaucoup de chefs d'entreprise, aussi bien quant à leur salaire, quant à leurs conditions de sortie de l'entreprise? Moi, c'est quelque chose qui me gêne parce que vous prenez les patrons d'entreprises, des entrepreneurs qui ont des entreprises de moins de 20 salariés, le salaire moyen, il est de l'ordre de 5 000 euros par mois, même peut-être un petit peu moins. Voilà, donc ces gens-là ne se reconnaissent pas, ils sont très nombreux et d'ailleurs ce sont eux qui créent les emplois actuellement. 80% des emplois sont créés par les PME. Ils ne se reconnaissent pas dans ces débats-là et je pense que même si la situation devait être gérée, traitée, etc., ça ne fait pas du bien d'opposer en permanence, d'avoir ce discours, soit pro, soit anti-patron, d'essayer de mettre de l'idéologie partout. Moi, je me réfère aux actes. Hein. J'ai peut-être un patron que M. Lelouch a envie de traiter d'idéologue. Le sien aussi l'était d'une certaine façon, dans un autre sens. Mais moi, je regarde les actes. Ce que nous avons fait depuis 18 mois en faveur des entreprises et de la compétitivité, c'est plus que ce qui a été fait dans les 10 précédentes années. Et d'ailleurs, M. Lelouch a fait référence au déficit du commerce extérieur et il connaît bien les chiffres et pour cause. Il sait très bien qu'en 10 ans, le déficit du commerce extérieur est passé d'environ zéro, un solde de moins 75 milliards d'euros. Donc c'est pas une performance. On peut se désoler des mauvaises performances de l'industrie automobile, mais en tout cas, voilà, nous, un gouvernement qui agit et qui essaye justement de réorganiser les filières pour faire en sorte qu'elles s'organisent mieux, que les PME bénéficient davantage de l'effet de traction des grands groupes. Il y a des filières industrielles. On peut se désoler du passé, mais enfin, nous, on essaye de construire l'avenir. On peut éviter la guerre sur le commerce extérieur, Pierre Lelouch? Non, elle avait bien commencé, mais elle termine malheureusement sur de la caricature. Le point important, c'est quand même 1 million d'emplois industriels détruits. On peut rester sur le débat. Oui. Et sur les PME, je rejoins exactement le même diagnostic. Il y a un vrai sujet. La plupart de nos PME, d'ailleurs, elles sont en nombre insuffisant. Les rémunérations n'ont rien à voir avec le CAC 40, lequel d'ailleurs délocalise la plupart de ses cadres dirigeants. Christine Cardellan, pour une affaire Varin qui vient de faire scandale, combien de retraits de chapeau et de parachutes dorés dont personne n'entend jamais parler? Alors, l'expansion était le premier à sortir les stocks options des dirigeants il y a une dizaine d'années et ça a fait beaucoup de bruit depuis. Donc, si on enquêtait en permanence sur ce sujet-là, ce qu'on ne fait pas toujours, on s'apercevrait qu'il y en a eu beaucoup, effectivement, dont on n'a pas entendu parler. J'ai pas de chiffres. Par contre, je voudrais apporter une précision par rapport à ce qu'on disait précédemment dans le débat. D'abord, pourquoi un dirigeant qui n'a pas particulièrement réussi touche autant d'argent ? Un cabinet qui s'appelle Proxinvest, qui étudie les rémunérations des dirigeants, a montré de manière très claire, et c'est une étude que vous avez peut-être déjà vue, qu'il n'y avait
quasiment pas de lien entre la rémunération du dirigeant et la performance de l'entreprise. Il l'a montré sur les entreprises françaises. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi, disait-on tout à l'heure, M. Gallois n'a-t-il rien dit? Pourquoi les actionnaires distribuent-ils dans ce cas-là des sommes astronomiques? Moi, je pense qu'ils ont un peu de bon sens quand il s'agit de leurs investissements. Non? Les actionnaires, pour l'instant, ils disent, enfin, les actionnaires, en général, ne disent rien. Le CNP n'est pas encore, vous savez, le CNP sont les actionnaires qui peuvent se prononcer sur le montant de la rémunération des dirigeants. On s'aperçoit d'ailleurs. Ils peuvent renvoyer le conseil d'administration s'ils sont pas contents d'un dirigeant. Ils ont le pouvoir d'assemblée générale de renvoyer n'importe quel conseil d'administration. En France, ils le font pas souvent. Bah, avec le CNP. On disait souvent que les actionnaires étaient des veaux. De fait, en France, ça se fait assez peu. Hein. Voilà. Parce peut-être ça se fera un peu plus quand le CNP sera là. Et donc la deuxième chose, c'est pourquoi ces rémunérations? Parce qu'elles sont décidées par des administrateurs ou un comité de rémunération qui sont de la même caste que le dirigeant. Ce sont des gens qui se connaissent entre eux, qui se versent des rémunérations, enfin, ils se versent pas, mais je veux dire, ils se décident de rémunérations entre eux parce qu'ils sont souvent dans les mêmes conseils d'administration, qui se connaissent bien et qui font partie des mêmes écoles et qui font partie des mêmes castes. Ce n'est pas du tout comme le salaire de Ribéry qui est décidé d'une certaine manière presque par les. Est-ce qu'on peut la laisser terminer? Mais non, mais vous direz après ce que vous en pensez. Monsieur Villard, vous passez votre temps à faire de l'intimidation des autres. Non, l'expansion n'est pas dans le groupe. On comprend que vous n'avez plus beaucoup de lecteurs. Hein, ça, au contraire, là ça tombe mal parce que l'expansion, au contraire, a explosé en lectorat cette année. Et je vous montre les chiffres quand vous voulez. Alors que dans la presse écrite, ça baisse beaucoup. L'expansion, justement, fait plus 24, plus 14, plus 2. Désolé de la publicité sur les 3 derniers mois. Donc je vous invite quand vous voulez à venir visiter. Oui, mais c'était difficile de parler quand il y a une intimidation permanente de mon voisin. Louis Gallois. Non, je disais simplement que ce sont Louis Gallois, je ne sais pas s'il connaît particulièrement Philippe Barin, c'est pas la question, mais disons qu'en général, les administrateurs sont des gens qui se connaissent les uns les autres et donc qui votent des rémunérations, qui décident de rémunérations. Il y a une étude qui a été faite par l'INSEE, par Kramartz et Cahuc, je crois. Kramartz, j'en suis sûr, j'ai presque sûr que c'est Cahuc et qui me pardonne s'il voit l'émission, qui montre que dans le cas de la France, le mécanisme qui vient d'être décrit est complètement à l'œuvre. C'est-à-dire que la probabilité, c'est une étude faite, publiée dans Econometrica avec tous les tests statistiques qu'il faut pour démontrer que quand dans le conseil d'administration, un nombre significatif de gens sont du même corps que le dirigeant, on parle des entreprises françaises, alors la probabilité de licenciement du dirigeant en cas de défaut est dans un facteur 10 de moins que ce qui se passe dans les autres cas. Donc s'il y a une chose, Philippe, qui est bien documentée, c'est quand même que dans le cas de la France, mais c'est vrai en réalité aussi aux États-Unis, parce que les économistes américains qui se sont interrogés sur cette absence de corrélation entre les rémunérations des gens et les performances se sont quand même aussi posé la question. Est-ce que les actionnaires sont stupides de ne pas voir qu'il n'y a pas de corrélation ou très faible entre le prix qui est payé et les résultats qui sont finalement attendus? Eh bien, la réponse qui vient est celle de Christine, c'est-à-dire qu'en réalité, on a un groupe de gens qui se connaissent, ils sont 100 ou 200 et qui arrivent à s'auto-recruter et fixer des standards. Quand vous entendez le dirigeant de CalPERS, qui est le fonds de pension américain qui gère les retraites des fonctionnaires de Californie. Il est furieux contre cette histoire. Il dit on me roule parce qu'on m'explique que si je ne paye pas ce type à ce niveau-là, il ira ailleurs, mais il ira ailleurs parce que les autres dopent artificiellement sa propre rémunération. Donc il y a quand même un vrai problème. Je crois encore une fois que le point de départ... Ce que vous décrivez là, c'est pas insoluble. Hein, mais bon. Mais c'est pas insoluble, mais peut-être que c'est difficile à résoudre, mais au moins que le point de départ soit clair. Les rémunérations ne sont pas ou peu ou très faiblement dans certains cas proportionnées à la réussite des entreprises et c'est ça qui rendrait beaucoup plus sain ce débat. Personne ne s'offusque que Steve Jobs soit milliardaire, etc. Il a réussi une entreprise industrielle exceptionnelle, il est bien rémunéré, go, parfait, voilà un modèle peut-être, mais pas des gens qui échouent et qui sont rémunérés quand même. Ça crée un divorce entre les travailleurs, l'opinion publique et la classe des élites dirigeantes qui a besoin aussi de cette légitimité. J'ai bien compris que vous la contestiez, mais je pense que vous êtes plus indépendant d'esprit qu'on ne peut l'imaginer, Philippe Villard. Et qu'est-ce que vous répondez à cette finalement consanguinité que viennent de décrire Christine Kerdelan et Daniel Cohen, notamment concernant les conseils d'administration? Parce que vous nous dites s'ils sont nuls, on peut les virer. Ben, on se rend bien compte que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas vrai. Dans le monde entier, la consanguinité existe. Regardez les conseils d'administration américains, les conseils d'administration allemands. On pourrait faire une émission complète, je connais très bien ces sujets.
Il n'y a pas plus de consanguinité en France qu'ailleurs. Il y en a une, mais elle n'est pas plus grande qu'en Angleterre. Vous n'avez pas fait Oxford ou Cambridge, vous êtes nulle part. Elle n'est pas pire qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, où tout fonctionne avec des gens qui se succèdent à eux-mêmes. C'est le fonctionnement des élites dans le monde. C'est pas le sujet de l'émission de ce soir. Comme on instruit le procès Varin, et avant que le temps ne se décompte contre nous, contre Varin. Ça peut être le sujet. Je peux vous dire que c'est pas parce que ça se passe comme ça aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qu'on peut pas chercher en France des formes de régulation sans être forcément intrusif dans la vie de nos entreprises. Il y a les règles, ça existe. Vous avez dans tout le fonctionnement de la vie de société dans le monde entier, lorsque les sociétés sont cotées, il y a une interaction d'une part entre le marché, des actionnaires, peu d'individuels, essentiellement des fonds de pension, des gens qui investissent dans les entreprises, qui peuvent mettre à bas le pouvoir de l'entreprise, avec certains fonds activistes qui les détruisent, et puis le fonctionnement, la régulation interne de l'entreprise, la City de Londres, le CAC 40 français et le SBF 120, avec un groupe d'administrateurs qui gèrent ces sociétés et qui sait éliminer les mauvais, parfois trop tard, on a des exemples, mais qui sait les éliminer et les choisir. Bon, je voudrais revenir sur le procès Varin, si vous le permettez. Bon. On tourne la page, là. Je veux dire un mot sur ce sujet. Dernier mot à la défense. Non. Et après, on passe à la question de la loi. Je voudrais répondre. Je comprends parfaitement que le personnel de PSA soit traumatisé par ce qui lui arrive. Je le suis aussi comme citoyen français, de voir notre industrie automobile disparaître. Et contrairement à ce qu'il dit Pierre Lelouch, avant le Francfort et l'euro, les petites voitures françaises se vendaient en Allemagne, les petites allemandes ne se vendaient guère en France, et les grandes voitures allemandes venaient en France. Nous n'avons jamais fait de grandes voitures. On a toujours eu des limitations de vitesse, des taxes sur les voitures. Donc c'est un procès raté qui est instruit là. C'est bien l'euro qui a tué, pour l'essentiel, l'industrie française, avec deux différences de stratégie. Le groupe Renault n'a rien dit, a soutenu l'euro, mais a fermé l'auto en France. J'ai cru que vous vouliez défendre M. Varin, en fait, vous vouliez attaquer l'euro. J'y viens. Et le groupe PSA, lui, a choisi de rester en France et en crève aujourd'hui. Bon. Lorsqu'en 2009, on va chercher M. Varin, la famille est fort dépourvue parce qu'il n'y a pas un vivier interne de grands talents, il faut aller chercher un patron à l'extérieur. On lui fait un contrat avec un ensemble de conditions, un salaire élevé, je le conçois pour M. Mercier, mais raisonnable par rapport aux normes internationales et plutôt très en dessous de ce qui se fait dans plein de pays. On lui donne une retraite chapeau, c'est peut-être pas la meilleure idée, qui est une rémunération différée. On le fait rentrer dans le système de la maison, peut-être pour ne pas afficher une rémunération importante. Ce sont les conditions de départ. Lorsque l'État arrive, Monsieur le ministre du redressement productif du MRP commence par insulter M. Varin qui manque de partir, c'est en 2012. L'État vient utilement, d'une manière professionnelle, fait la garantie sur la banque PSA qui était indispensable, si on aurait pu vendre d'auto, plus financer les concessions de ville qui doivent porter des stocks automobiles. L'État donc joue son rôle. Je n'ai pas souvenir qu'on ait demandé à ce moment-là quoi que ce soit à PSA. Il eût peut-être fallu que M. Gallois et le MRP et Bercy disent, compte tenu de l'aide qu'on apporte, revoyons les conditions des dirigeants. Pardon, le temps de l'aide. Le temps de l'aide. Ça n'a pas été fait. Ah, voilà. Donc aujourd'hui, on se trouve effectivement face à une situation de comprendre qu'elle choque les Français et le personnel de PSA qui voit son entreprise disparaître proprement, mais il faut remettre les choses en perspective. Il faut sortir du cas Peugeot et il y a encore dire un mot sur 48 heures. Non, pardonnez-moi, j'aimerais avancer. Bon. Excusez-moi. Il y a 48 heures, notre ministre du redressement productif nous disait qu'il faudrait peut-être passer par la loi. Si on ne voyait pas les choses s'améliorer. Alors, je vous pose la question à vous pour commencer, Pierre Lelouch. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, je le rappelle, et en 2009 exactement, il avait été question d'une loi pour limiter les rémunérations excessives. Vous soutenez cette idée, non? Non. Moi, je pense que cette idée est une aberration. Parce que d'abord qu'elle pose un problème politique, philosophique même. Est-ce qu'il faut aligner le secteur productif sur la fonction publique? Dans la fonction publique, il y a un barème, il y a une échelle. Est-ce que on peut considérer que toute activité privée relève d'une entreprise publique ou bien de la grille des salaires de la fonction publique? Est-ce qu'on veut vraiment socialiser l'économie française? Si on est syndicaliste et qu'on partage les thèses de M. Mercier, oui, il faut le faire. Il faut que la société française devienne vraiment socialiste. À ce moment-là, on met des échelles entre les revenus. Si on pense que la France est complètement dans la compétition internationale, que notre problème c'est d'attirer des capitaux, des entrepreneurs, des entreprises et d'éviter que les nôtres se barrent, alors il vaut mieux garder un système de liberté. Vous savez, moi j'étais récemment aux États-Unis pour différentes missions, j'ai vu 45 000 Français à Miami, 300 000 à New York, 80 000 dans la Silicon Valley, 400 000 Français à Londres.
Et c'est pas les plus imbéciles, hein, ça va du serveur Notre pays se vide. jusqu'au banquier d'affaires. Pourquoi ils partent? Parce qu'ils n'y arrivent plus à gagner leur vie dans ce pays. J'ai vu dans le journal ce dimanche un interview d'un franco-tunisien, un exemple type du succès de l'intégration. Lofti Belassen, le fondateur d'Air Liberté. Voilà un garçon qui a été formé en France, qui est arrivé en France à l'âge de 20 ans, qui a pu se réaliser en France, il a créé une compagnie aérienne, et il a dû s'exiler parce qu'un jour il a dû vendre sa société, il n'a pas pu libérer les actions, 93% d'impôts, il est maintenant à Bruxelles et il est triste, il aimerait revenir en France, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la France c'est un pays qui est divisé en deux, les Français protégés puis les Français ouverts à la compétition, et entre les deux l'État qui impose et qui impose et qui impose, et le pays est en train de crever d'un excès d'impôts. Donc ajoutons des régulations, ajoutons des règles, envoyons des signaux à la 75%, et le peu qui reste dans ce pays va partir. C'est pour ça, Monsieur Calvi, que je ne peux pas accepter l'idée qu'il faut absolument socialiser tout et normer tout, parce qu'on est en train de tuer littéralement ce pays sous une pluie d'impôts et de règles. Qu'attendez-vous de l'État, Jean-Pierre Mercier? Est-ce que vous pensez qu'il faut une loi? Quand j'entends que l'État impose rien du tout aux riches, aux actionnaires. Là, simplement le cas Peugeot sur les 7 milliards, 30 secondes. Sur les 7 milliards de garanties, sur le crédit impôt compétitivité, sans aucune demande de contrepartie en termes de garantie d'emploi. Varin a continué à licencier à tour de bras, à supprimer des emplois à tour de bras. C'est-à-dire que nous, les salariés, et derrière les intérimaires, les CDD, les sous-traitants, les fournisseurs, on nous a crevés. Et on veut nous dépouiller de nos droits. Ça, c'est première chose. Après, attendre de quoi que ce soit de ce gouvernement, excusez-moi, mais ça fait très très longtemps que j'y crois plus. C'est pas la question du gouvernement, c'est celle d'une loi qui encadrera des rémunérations. La loi, elle pourrait venir du gouvernement ou du Parlement. Je suis convaincu que ce Parlement ne peut pas faire une loi très difficilement pour interdire quoi que ce soit aux grands patrons ou pour réguler quoi que ce soit chez les grands patrons. C'est une des promesses de Hollande qu'il n'a pas tenue. Il s'en est remis au MEDEF, à l'autorégulation. Juste pour la petite anecdote, le MEDEF qui a joué les vierges effarouchées suite au scandale de Varin, c'est quand même monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le numéro 2 du MEDEF, qui est membre du conseil de surveillance de PSA, qui est aussi membre du comité de rémunération de PSA. C'est lui qui a fixé le montant des retraites chapeau. Donc tout ça, oui, tout le monde se connaît là-dedans. Tout le monde, c'est des places qui changent, c'est des hommes et des femmes qui changent de bord, qui vont dans la fonction publique, à la haute fonction publique, qui vont dans les grands conseils d'administration, qui travaillent dans le secret, dans le mensonge, tout le temps. Et vous savez, comment réguler les salaires des patrons? Encore une fois, il faudrait que les salariés mettent leur nez dans les comptes des entreprises, sachent réellement ce qui s'y passe, l'argent qui entre, l'argent qui sort, tous les contrats commerciaux. Donc vous non plus, une loi, vous n'y croyez pas? Moi, j'y crois pas à cette loi, bien sûr que j'y crois pas. Je pense pas que ce gouvernement puisse contraindre quoi que ce soit aux patrons. Et même s'il pouvait faire une loi, même s'il la faisait cette loi, je vous assure que les grands actionnaires et ces grands patrons pourraient contourner par mille et une façons cette loi qui leur imposerait un petit peu des règles. Ça, c'est sûr. Fleur Pellerin, puisque l'idée a été évoquée par votre confrère Arnaud Montebourg, est-ce qu'une loi vous semble sérieusement envisagée ou est-ce que c'est uniquement pour faire peur et pour faire pression sur certains excès? Je crois que je vous ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'instant, et les cas ne sont pas non plus légion, donc attendons de voir plutôt si cette régulation marche, et puis si on s'aperçoit qu'il y a des abus ou qu'il y a des dysfonctionnements, à ce moment-là, le gouvernement ou le Parlement prendront leurs responsabilités. Mais je pense que pour l'instant, on est plutôt dans la recherche de quelque chose de souple, ne serait-ce que pour des raisons effectivement de signaux internationaux, on veut se rester dans quelque chose, dans la norme internationale. Donc,
contrairement à ce qui a été dit, je pense que François Hollande ne s'est jamais engagé sur une loi de ce type pendant Oui, la il s'est campagne. engagé à le faire. J'aimerais juste que vous nous donniez... Il s'est engagé à le faire pour les entreprises publiques et ça a été fait Voilà. dès le mois de mai 2012. Donc la rémunération des patrons d'entreprises publiques a été plafonnée, elle l'est, dans l'absolu, pas en Voilà. Et fonction donc de jamais pour les indicateurs. entreprises privées. Donc il s'est engagé à le faire et ça a été fait en mai 2012. Je C'était veux bien. l'une des premières mesures du président de la République, alors que le précédent, la première mesure, ça avait été d'augmenter sa propre rémunération de 170%. Je veux bien reconnaître mon erreur, mais c'est faire confiance à la régulation ou à l'autorégulation, c'est comme si vous demandiez à des contrebandiers de garder les frontières. Non, mais je crois que c'est impossible. En même temps, Monsieur Mercier, je vous pense le qu'à dis un moment, aimablement, c'est pas la CGT qui peut fixer les faut plafonds de confier ça salaire. à la Vous savez bien qu'il y a- Ou même il y a- les salaires il y a des- ou- Ah, ou monsieur même, Mercier, on pardonnez-moi, confie ça à ou la même les CGT. salaires des patrons. Écoutez, le salaire des nous, ce qui nous importe, c'est le salaire des ouvriers. C'est le salaire de ceux qui font fonctionner cette société, qui construisent les voitures, etc. Oui, je sais que ça peut gêner ce discours. Nous, ce qui nous Ça me gêne importe, pas du tout. c'est Il a été employé dans les d'autres moyens pays, hein, qu'ont à avec des vivre résultats qu'on ceux sait. qui n'ont que leur salaire, leur pension de retraite ou leurs allocations, qui n'ont que ça pour vivre. Ça, c'est ça qui nous importe. savez, Après, vous savez que les grands, que les gros, qui sont copains avec les actionnaires, qui sont copains avec les ministres, avec les députés, de toute mais je façon. crois pas que ce genre de discours, Monsieur Mercier, nous fasse beaucoup avancer Le vôtre non plus. Non, bah, Le vôtre écoutez, non plus, parce je suis que désolée. nous- je pense qu'on est dans un nous- moment où on a nous, on est besoin, licenciés. Excusez-moi, mais que la gauche on sait plurielle très bien. est en train Et quand de vous dites on ne s'éclater, fait rien là. du tout, je suis Je désolée. fais- non. Quand l'État apporte sa garantie La de 7 CGT fait milliards, pas Monsieur partie de la gauche Mercier, plurielle, Je excusez-moi. taquine, monsieur Mercier, je taquine. J'ai noté en effet que la CGT n'en fait pas partie. Philippe Villain, que se passerait-il, selon vous, si une loi limitant les plus hauts revenus était votée? Les plus hauts revenus ou les plus hautes rémunérations des patrons? Vous avez raison, faites le distinguo. Je pense que toutes ces régulations, si on les mettait en pratique, déjà je trouve le code AFEP-MEDEF qui autorégule quelque chose d'excessif parce que c'est au conseil d'administration, aux actionnaires de déterminer la rémunération et que ces règles me paraissent pas de nature à garantir un très bon fonctionnement de l'économie française. Si on faisait une loi de ce type, nous aurions peu à peu le départ de tous les sièges de France. C'est déjà en train de se produire. Ça a commencé à la fin du quinquennat précédent, lorsque on a supprimé le bouclier fiscal, lorsqu'on a commencé à monter les impôts. Ça a explosé avec l'annonce de 75%. Ça va repartir encore un peu plus avec la folie héros CSG hier. J'étais avec le directeur de cabinet du ministre du Budget le jour où le Premier ministre a lancé son initiative. Je lui ai dit, vous aviez un panneau partez. C'est un panneau d'affichage partez avec la photo de Monsieur Hérault. Bon, nous sommes en train de perdre nos centres de décision. Les gens ne le disent pas. Mais comme le disait Pierre Lelouch, à Londres, à New York, à Belgique, l'économie française sera bientôt dirigée complètement de l'étranger. Parce qu'en France, On peut le les dire tout de suite, conditions économiques... Total a déjà une Schneider- partie de son... Schneider Non, est je en voudrais Chine. préciser pour une fois ce que vous dites. C'est gentil. Total a déjà une partie de son siège, enfin de ses dirigeants, à Londres. Schneider a une partie de son dirigeant à Hong Omnicom, Kong. l'ancien Publicis va Publicis s'installer va aux partir. Pays-Bas. Je crois qu'il faut dire des noms et Schneider être en Chine. précis. Et Mais nous moi, sommes en train de si perdre nos j'ai centres hurlé de à l'époque, décision. mais moi, je ne Schneider est défends parti en pas Chine. les grands dirigeants. En revanche, je veux défendre les entreprises et les entrepreneurs. Et c'est vrai que ce contexte, et si on en rajoute, ce sera encore Faut être pire, fou ce pour contexte continuer. est très mauvais par rapport à l'esprit d'entreprise en France. Vous confirmez cette crainte du départ des sièges sociaux? Oui, on a les chiffres, Il y a bien d'autres cas. les Il y a groupes que d'autres vous, cas. les groupes que vous donnez sont connus. La dernière grande affaire Publicis fusionnée avec Omnicom, en réalité, se ramène essentiellement à délocaliser à Amsterdam le siège de Publicis. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La question n'est pas celle-là. La question, est-ce que c'est relié à la discussion qu'on a? Je ne crois pas. Franchement, je ne crois C'est pas. lié à la pression fiscale. Bien sûr que d'abord. si. Mais Daniel alors, Cohen. distinguons un peu tout, parce que sinon il y a l'euro, il y a la pression fiscale, il y a la désindustrialisation, il y a les Allemands, on va jamais y arriver. Bah, Donc, écoutez, le tout c'est le sujet, déclin de notre pays, Philippe, le total. sujet C'est aujourd'hui, l'effondrement. on peut, L'effondrement. il y a beaucoup de choses, mais simplement, si on pense que tout est dans tout, en général, on n'avance à rien. Là, on est sur un sujet, je crois, Précis. hier, avoir compris, qui était à propos de l'affaire Varin, une réflexion sur la façon de relégitimer, si c'est possible, les dirigeants par rapport à leurs travailleurs. Vous avez c'est ça parfaitement compris. C'est ça la question. C'est comme ça qu'en tout cas, on me l'a dit cet après-midi. Alors, par rapport à ça, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses, franchement. D'abord, la première chose, c'est que tout le monde rend hommage à la CGT ici pour avoir sorti ces chiffres. Et c'est vrai que c'est bizarre que ce soit la CGT qui sorte les chiffres, alors qu'on devrait être dans un monde, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit dans les livres, de transparence où tout est su. Je crois même, Philippe, que
vous disiez à l'instant, c'est sans doute pour minimiser son salaire qu'on lui a donné une retraite chapeau. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On assume ou on n'assume pas. On ne cache pas les choses pour les découvrir au moment où ça explose. Vous disiez, c'est pas la CGT qui va décider le salaire des patrons. Ayons dit ça quand même. Un de mes amis, Roger Godineau, qui est un grand industriel, qui a créé la station de ski des Arcs dans plusieurs de ses ouvrages, propose une nouvelle structure d'organisation des entreprises dans laquelle le conseil de surveillance nommerait un comité de rémunération dans lequel les représentants des salariés feraient partie. N'auraient pas la voix décisive, évidemment, mais ils feraient partie de ce comité de rémunération des cadres dirigeants, ce qui permettrait d'abord d'avoir l'information et puis peut-être aussi, deuxièmement, de donner un avis, de dire mais on ne va pas payer à l'aveugle ce monsieur si les résultats ne sont pas là, si par exemple les conditions de travail ne sont pas améliorées aussi. Donc on peut étoffer aussi la liste des critères en fonction desquels on peut considérer qu'il est de la responsabilité sociale d'un chef d'entreprise de créer ce qu'on appelait il y a très très longtemps la paix sociale à l'intérieur des entreprises. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui peuvent passer par une loi si elles organisent pas le niveau de rémunération, parce que ça, le niveau de rémunération, il y a la fiscalité. Pour ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais au moins les termes dans lesquels la rémunération des patrons s'inscrit dans un projet d'entreprise avec des critères de performance qui sont au vu et au su de tout le monde. Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, et en particulier en France. Mais quelle est la marge de manœuvre de l'État quand il n'est pas actionnaire dans une économie mondialisée? Le dernier accord qui a été signé stipule qu'il y a des représentants des salariés au conseil de surveillance. Donc ça veut dire que la loi peut tout simplement décider de la façon dont les entreprises s'organisent. Mais bien sûr. On l'avait voté sous la précédente mandature. On peut donc ajouter dans ces dispositifs que les comités d'audit doivent accueillir des représentants des salariés. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que le cœur du sujet aujourd'hui, encore une fois, c'est les conditions dans lesquelles on apprend cette rémunération, les conditions absurdes dans lesquelles on découvre qu'une personne peut être très respectable et rémunérée alors même qu'il a failli dans sa tâche, au moment même où on appelle l'État en garantie du bras financier. C'est cet ensemble-là qui, aujourd'hui, rend insupportable la situation. Monsieur Calvi, je voudrais quand même dire que ce débat a été vraiment intéressant et merci de nous y avoir invités, de m'y avoir invité. Mais quand même, ça touche une toute petite partie de notre monde industriel. Ce sont les 40 entreprises, les multinationales françaises. Le gros de nos entreprises n'est pas touché par ça, n'a pas ce genre de débat. Et là, au contraire, on a besoin, en effet, on subit les conséquences parce que ça détourne les Français de l'entreprise, ça les renforce dans l'idée que tous les patrons sont des voleurs, malheureusement, alors que la plupart des boîtes, elles essayent de survivre. Dans notre pays, elles sont submergées de régulations, submergées d'impôts, n'ont pas assez d'argent pour innover. Or, l'innovation, c'est la clé, et notamment la clé de l'exportation. Madame Pellerin, c'est exactement ce que nous a dit Fleur Pellerin tout à l'heure. Oui, mais là-dessus, on est d'accord sur le diagnostic, donc c'est pas la peine de se renvoyer la balle. Moi, j'ai passé l'âge. Le drame en France, c'est qu'on a moins de 90 000 PME à l'export, alors que les Allemands en ont 400 000. Donc ce qui m'intéresse, c'est de générer de la croissance à partir du bas. On peut continuer à avoir des discussions super intéressantes sur la façon de fixer les rémunérations dans les 40 entreprises les plus riches, mais les boîtes en bas, leur sujet, c'est comment je survis, comment je paye mes fournisseurs à la fin du mois. Moi, je suis ministre des PME et de l'innovation depuis 18 mois. Donc, je mets en place des choses très concrètes avec des crédits publics. Mais avec la fiscalité que vous mettez, avec un crédit impôt recherche qui ne sert à rien, sinon à financer des grands bouts de c'est pas ce que disent les entreprises qui en bénéficient. Les grandes banques et la Poste. On a créé le crédit impôt recherche, c'est le précédent gouvernement. Parce que vous l'avez raboté, vous avez raboté le statut jeune entreprise innovante, tout ça, ce sont des dispositifs qui servent aux PME innovantes. Vous avez donné un diagnostic qui montre que vous avez compris le problème. Malheureusement, votre politique n'est pas la bonne. Je regrette ça pour notre pays, c'est tout. Mais vous, la vôtre était la bonne. On était plutôt dans la bonne direction. Franchement, avec la TVA anti-délocalisation, franchement, les mesures qui étaient prises en termes de politique industrielle les 2 dernières années étaient plutôt les bonnes. Moi, je suis en train de mettre en place un crédit impôt innovation avec des gens comme Jean-Claude Boulot, avec René Ricol, pour soutenir les dépenses d'innovation. Avec Oseo. Vous avez démantelé tous les trucs qui commençaient à marcher. BPI France est la banque de l'innovation. On a créé un fonds pour accompagner la croissance des entreprises innovantes, dotées de moyens importants. Voilà, ce sont des choses que vous n'aviez pas faites. Donc, Fleur Pellerin, vous avez critiqué, mais votre bilan n'est pas à votre crédit. Le président de la République a lancé aujourd'hui, en votre présence, un grand concours mondial d'innovation.
Oui, ça va dans le sens de la stratégie que nous avons pour justement aider les entreprises à monter en gamme. C'est vrai que le drame de nos entreprises aujourd'hui, et notamment des PME, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de financer leur croissance, qu'elles n'ont pas les moyens de financer leurs dépenses d'innovation, et donc c'est ça qu'il faut les aider à faire. Et ce concours que nous avons, le drame des entreprises, c'est la politique générale qui est menée, qui est désastreuse pour le pays. Ce concours que nous avons lancé aujourd'hui, c'est un concours qui s'adresse à des concurrents qui peuvent être mondiaux, des candidats qui peuvent être dans le monde entier, pour autant qu'ils viennent créer de l'activité en France, qu'ils viennent créer leur entreprise ou une filiale de leur entreprise en France, en répondant à ce que nous avons identifié comme étant des défis importants pour répondre aux prochaines vagues d'innovation. Ces entreprises qui pourront parfois être appuyées avec 200 000 euros pour démarrer. Une centaine d'entreprises seront aidées avec 200 000 euros. Une deuxième vague, composée de plusieurs dizaines d'entreprises, seront soutenues avec 2 millions d'euros. Puis une ou deux par défi, il y a 7 défis, seront soutenus à hauteur de 20 millions d'euros. Donc c'est un soutien assez considérable. C'est de l'argent public? C'est de l'argent public, c'est de l'argent du programme d'investissement d'avenir. Donc là, vous dites c'est de l'investissement qui a vocation productif à faire à levier, moyen et long terme. qui a vocation à faire levier avec de l'investissement privé. C'est du co-investissement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fonds déjà qui ont manifesté leur intention de co-investir avec l'État dans ces projets d'entreprises innovantes. C'est au-delà des mots, juste deux chiffres. On va prendre deux pays qui sont analogues, qui ont des salaires médians analogues. Nous et les Anglais, on a à peu près le même salaire médian, à peu près le même nombre de gens, à peu près les mêmes problèmes de désindustrialisation. Des économies très comparables. Charges sur les salaires en France. Les charges sur les salaires. Salaire médian à peu près identique. Le salaire médian minimum, c'est de l'ordre de 1440 en France et 1300 en Angleterre. Je vais vous brimer. Quel est le rapport avec le thème de notre émission? Aucun, mais c'est pas grave. Si on fait une émission sur le commerce extérieur, je serais très heureux de vous inviter. Non, c'est pas le commerce extérieur, c'est la compétitivité de notre entreprise et la survie des emplois et des collègues de monsieur Moi, il me reste Mercier. 5 minutes d'émission et j'aimerais bien terminer son thème. Moi, je peux vous dire un mot. Juste 60% d'impôts de charges sur les salaires en France, 20% en Angleterre. Voilà pourquoi ils créent de l'emploi et nous, on continue à en détruire, Mme Pellerin. Avant de se séparer, je veux qu'on parle un instant du rapport des Français avec l'argent. Christine Kerdelan, comment expliquez-vous que les gros salaires provoquent, on va dire, de tels scandales en France? Et est-ce qu'il y a une exception française sur les hauts revenus? Alors, sur les hauts revenus, peut-être pas, mais il y a sûrement une exception française sur le rapport à l'argent globalement. C'est-à-dire que dans tous les autres pays, je dirais que la gauche et la droite se disputent sur la manière, enfin, on les appelle les travaillistes, etc., ou les républicains, les démocrates, sont pas d'accord sur la manière de distribuer l'argent, mais en revanche sont tous d'accord sur la manière de le produire. C'est-à-dire qu'ils savent sur les entreprises qui produisent des richesses et ils admirent les chefs d'entreprise qui ont réussi. En France, même les chefs d'entreprise qui ont réussi, les entrepreneurs qui ont réussi sont jalousés plutôt que enviés au sens envie de les imiter. Et ça, c'est très grave parce que tout ce dont on parle là, on n'aurait pas besoin d'en parler si les entreprises avaient moins de charges. Donc, si tout le monde comprenait qu'il faut qu'il faut diminuer les charges de l'État de façon à ce que les entreprises aient moins que leur coût du travail soit moindre, etc. Pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Lelouch, je crois qu'il y a 12%, il faut réduire de 12% le coût du travail en France pour qu'il soit identique à celui qu'on a en Allemagne ou en Angleterre. Et c'est très très important parce que même si on passe la TVA de 20 à 25%, ça fait que 4 points en moins sur le coût du travail. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de retard. Et la racine de tout ça, c'est toujours le fait qu'on ne peut pas, aider les entreprises ou en tout cas faire revenir une profitabilité normale de les entreprises parce que à chaque fois qu'on fait un crédit d'impôt pour les entreprises, on dit c'est un cadeau au patron et donc on n'ose plus ensuite prendre d'autres mesures pour que les entreprises soient plus profitables. Daniel Cohen, la France a-t-elle un problème avec l'argent, la réussite et même l'entreprise? C'est ces trois thèmes différents en fait. Le rapport à l'argent, oui, certainement. Un grand sociologue français, Philippe Diribarne, a expliqué un jour que les Français n'ont jamais su réconcilier deux types de valeurs, dès le Moyen-Âge, si on veut dire les choses comme ça. Les valeurs ecclésiastiques, qui sont l'égalité de tous devant Dieu, et les valeurs aristocratiques qui disent en gros exactement le contraire. Et donc la façon française de résoudre ce conflit de valeurs, c'est l'hypocrisie. C'est de dire on est tous égaux, on rentre à l'église pareil, mais on sait que quand on en sort, le noble n'est pas le même que le paysan. Et donc la culture française, elle s'est construite autour d'une forme de dénégation, peut-être, effectivement, du fait qu'elle produit une aristocratie au nom d'une méritocratie égalitaire. C'est ça le problème de la France, c'est qu'elle est dans le déni de ce qui constitue le cœur de ces inégalités. Alors, ayant dit ça,
qui est un peu en généralité, et qui remonte à plusieurs siècles. Il y a une rupture en France qui s'est produite à l'intérieur du XXe siècle. Et là, c'est les économistes, Yann Alban et là, pour le coup, Pierre Cahu, qui l'ont démontré. Et qui montre que quand on regarde la France au début du XXe siècle, quand on regarde dans le détail, en réalité, la France a la même appétence pour l'argent que l'Angleterre. Quand on regarde les testaments des Français, on y trouve beaucoup d'actions. La France, d'ailleurs, participe parfaitement à ce capitalisme du début du XXe siècle, qui est celui de la révolution industrielle, de l'automobile et compagnie. Et il y a eu toujours selon... Là, vous êtes en train de décrire un pays particulièrement hypocrite dans sa relation à l'argent. Voilà, c'est un pays particulièrement hypocrite dans sa relation à l'argent, mais qui pourtant, dans son rapport au capitalisme, faisait preuve au début du XXe siècle d'un allant comparable à celui qu'on observait aux États-Unis ou en Angleterre, sinon supérieur. Selon cette étude, il y a quelque chose qui s'est brisé dans la France au cours du XXe siècle, qui a renforcé ce trait d'hypocrisie, de méfiance. Et les auteurs dont je parle l'ont daté à travers des méthodes très sophistiquées. Le moment où on voit que les Français montent d'un cran dans la méfiance, et d'ailleurs le titre de leur ouvrage, La société de méfiance, ça se passe pour aller très vite entre 1935 et 1945. La France subit un traumatisme qui, selon ces auteurs, reste toujours là. Les idées de collaboration en France, de discussion entre classes sociales, deviennent inaudibles dans la France d'après-guerre. On a perdu un degré supplémentaire de confiance qui font qu'aujourd'hui, oui, la méfiance s'installe. Et donc, relativement à des sociétés plus ouvertes, la France aujourd'hui dispose d'un handicap culturel. Alors, ayant dit tout ça, si on revient aux États-Unis maintenant, la montée extravagante des inégalités aux États-Unis, qui est en effet d'un facteur 10 par rapport à celle qu'on observe en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, entre 1980 et aujourd'hui, 80% de la population, le 80% du bas, mais ça fait quand même beaucoup de monde, n'a connu aucune augmentation de pouvoir d'achat. Aucune. La société américaine, pendant 30 ans, a bloqué les rémunérations des 80% du bas. Seuls les 20% ont gagné, et dans ces 20%, c'est maintenant bien connu grâce aux travaux de Piketty, le 1% lui-même a capté en gros entre la moitié et les 2/3 de la croissance économique américaine. Le mouvement des indignés, nous sommes les 99% de ceux qui ne sont pas dans ce 1%, touche aussi profondément la société américaine. Donc il ne faut pas non plus se raconter d'histoire sur l'appétence sans limite des Américains à une crise considérable qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui dans leur tréfonds. La société américaine est une société de classe moyenne, c'est comme ça qu'ils se représentent, et qui est en train de se déliter aussi. Un mot là-dessus ? Bon. Et moi, je voudrais dire, pour conclure là-dessus, l'analyse technique de notre ami Cohen est tout à fait correcte. Ce que je crains beaucoup pour la France, c'est qu'il y a eu cette période 35-45 qui a été caractérisée par la déflation Laval. C'est la même chose que l'euro, c'est les talons or, on a fait crever le pays. Et après, il y a eu la guerre. Bon. Oui. Et il n'y a eu que la déflation Laval. Laval a donné son nom à d'autres choses au cours de cette période. Il y a eu... mais factuellement, historiquement, c'est vrai. On a commencé par ça. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que l'état de l'économie française, qui est dramatique, d'abord à cause de l'euro, ensuite par l'absence de réformes, ensuite par une classe politique qui est en bout de course, largement à droite et complètement à gauche, comme le démontre l'échec complet du gouvernement auquel Mme Pellerin appartient, qui en fait arrive à décourager totalement l'activité économique dans le pays. Je crains que la France se réveille, non même pas avec la gueule de bois, mais sans gueule du tout, parce qu'on aura perdu tellement d'emplois, on sera tombé tellement bas, et qu'à ce moment-là, la haine sociale se développera et qu'on aura effectivement la fuite de tous les centres de décision parce que le pays deviendra absolument impossible à faire fonctionner. Je pense qu'on est au bord de ça. Écoutez, moi, la haine sociale, c'est le terme que vous employez. Si vous me permettez un mot de... Vraiment rapidement, presque d'autocritique, parce que c'est un sujet fondamental et qui, en effet, plonge ses racines dans notre histoire lointaine. L'ancien président de la République, qui a été battu par M. Hollande, voulait réconcilier les Français avec l'argent. Ça s'est terminé par une défaite. Et on a beaucoup reproché le bouclier fiscal, le président des riches. Celui qui voulait réconcilier les Français avec l'argent et la mondialisation est passé pour le président des riches et on a perdu les élections. Celui qui a été élu, c'est celui qui dénonce les riches. On est dans un pays assez curieux où on peut dire ouvertement « j'aime pas les riches » et devenir président de la République, et en même temps dans un pays où on est fondamentalement antiraciste, on est égalitaire. Mais là, on prend une catégorie sociale, on dit « je ne les aime pas, je veux pas être comme eux », alors qu'on vient soi-même
d'un milieu modeste, aisé dans son cas, modeste c'est moi, qu'on a une très belle résidence à Mougins, donc on fait partie quand même des bourgeois, mais on dit j'aime pas les riches. Il faut faire ça pour être élu président de la République. Tant qu'on est dans ce rapport schizophrénique et avec soi-même, avec le monde réel de l'économie, où il faut aider les entreprises, avec l'Europe et la mondialisation autour de nous, effectivement notre pays va continuer à s'enfoncer dans une espèce de neurasthénie collective, de dépression collective, fait que les gens sont à la fois exaspérés et désespérés, et c'est vrai que la classe politique a bien du mal au milieu de tout cela. Vous vous sentez schizophrénique, Fleur Pellerin? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est plutôt ce discours-là que j'entends qui, effectivement, est absolument déprimant. Donc, j'entends bien votre propos. Encore une fois, moi, je considère que depuis 18 mois, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour la compétitivité et l'emploi, qui sont les priorités du président de la République. Alors, je veux bien que le pays aille au tapis, qu'on tienne des discours pour dire tout le monde se casse, c'est affreux. Tout le monde se casse et c'est affreux. Moi, tous les jours, je rencontre des entreprises qui innovent, qui font des choses, qui créent des emplois, qui ont des taux de croissance à 2 chiffres. Donc, il y en a, et ils sont pas tous motivés. Eh ben, sans doute, on ne va pas voir les mêmes. Mais moi j'en vois, et ce sont des entreprises qui créent des emplois et qui pensent à l'avenir et qui ne voient pas tout en noir forcément. Donc voilà, je considère que il y a des marges. Nous sommes dans une situation qui est difficile économiquement, qui est difficile pour tout un tas de raisons, aussi parce que nous avons une situation de finances publiques qui est délicate, vous le savez bien, et que le chemin pour atteindre les engagements que nous avons pris vis-à-vis de la Commission européenne est difficile. Mais enfin, on a décidé d'avoir une politique responsable et en même temps d'avoir une politique qui vise à soutenir la compétitivité de nos entreprises. Alors ça prend du temps, mais c'est ce que nous faisons. Dernière question de l'émission, Christine Cardellan. Dans l'Expansion, qui est un excellent journal, contrairement à ce que disait Philippe Villain tout à l'heure, j'ai quand même lu que le nombre de millionnaires augmente plus en France qu'en Chine. Vraiment? Alors effectivement, je crois qu'on l'a écrit. Ah bah je vous l'assure, c'est sur un on tableau. On l'a sûrement je suis pas resté sans inventé. voix. Non, mais c'est en proportion. En En pourcentage, j'imagine, pas en nombre, pas en nombre absolu. Évidemment, en proportion. Vous avez raison. En tout cas, les 500 parce familles qu'effectivement, en les Chine, plus riches de France ont trouvé le moyen d'augmenter leur fortune de 25% l'année dernière. Tout va pas si mal quand même pour une certaine catégorie de personnes. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous présente le livre.